Les grandes pandémies de l'histoire ont toutes eu des conséquences extrêmement importantes sur la vie des sociétés et sur la coexistence des sociétés à l'international. Nous avons voulu cette année ouvrir le Ramsès sur les conséquences les plus visibles, les plus immédiates de ces 2 années de pandémie. Les conséquences sur l'idée d'un système de santé mondial qui a largement échoué à gérer la pandémie et à assurer l'unité du monde. Les effets sur les systèmes de santé nationaux. On a beaucoup soutenu le système hospitalier. Les systèmes de santé nationaux ne peuvent pas se réduire au système hospitalier et il faut préparer les pandémies à venir. Les conséquences sur nos systèmes juridiques. Nos systèmes juridiques démocratiques ont tenu, mais ils ont quand même été très secoués par les mesures exceptionnelles que nous avons été obligés de prendre. Les effets, bien entendu, sur l'économie mondiale et l'ouverture de nos économies. Est-ce qu'il est possible de dessiner une nouvelle mondialisation? À quoi ressemblera-t-elle entre les tentations de fermeture et les nécessités de l'ouverture? Les effets sur les normes culturelles avec lesquelles nous répondons à la pandémie. Les sociétés ne répondent pas à la pandémie de la même manière en Afrique, en Europe ou en Asie. Et puis il y a évidemment la dimension économique et budgétaire. Nos États ont mobilisé beaucoup de crédits pour faire face aux effets économiques de la pandémie. Il va falloir gérer l'après-crise, bien entendu. Finalement, l'idée qui sous-tend l'ensemble de ces interrogations sur les conséquences les plus immédiates de cette crise pandémique, c'est est-ce que le monde a progressé vers plus de division ou a progressé vers plus d'unité? Bien entendu, en temps de pandémie, l'histoire continue à courir et l'un des enjeux majeurs de la course du monde à l'heure actuelle, c'est la redéfinition de la hiérarchie des puissances. Et nous avons voulu, dans un deuxième temps, dans ce Ramsès 2022, nous interroger sur les facteurs d'accumulation de puissance ou de recomposition de puissance qui avaient été particulièrement éclairés par ces 2 années de pandémie. Au premier rang, bien entendu, les technologies et ce qu'on appelle encore les nouvelles technologies, en particulier dans le domaine informationnel, qui ont été beaucoup développées durant ces temps de fermeture. Et on y ajoute l'espace, la dimension spatiale, qui devient de plus en plus critique, de plus en plus nécessaire pour gérer l'ensemble des dimensions informationnelles au sol, et en particulier ce qui va nous arriver avec ce qu'on appelle l'Internet des objets. Deuxième facteur déterminant pour l'accumulation de la puissance, bien entendu, le militaire, avec des leçons contradictoires ces derniers mois. Au Haut-Karabakh, la modernité militaire a gagné. En Afghanistan ou au Sahel, la modernité de puissance militaire a relativement échoué. Mais aussi un peu partout, parallèlement, un certain nombre de puissances, qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la Chine ou qu'il s'agisse de la Turquie, essaient de dessiner, en grande partie en s'appuyant sur l'élément militaire, de nouvelles zones d'influence. Et c'est un élément qui sera extrêmement important, bien entendu, dans l'année qui s'annonce. Troisième facteur, la balance qui est particulièrement caractéristique de notre modernité entre l'indépendance et l'interdépendance. La crise pandémique nous a montré qu'il était dangereux d'être dépendant pour la production d'un certain nombre de produits, mais qu'il était nécessaire d'être interdépendant. Après tout, tous les pays n'ont pas produit leur vaccin, et c'est un Français qui le dit. La question d'avenir est donc de savoir quel nouvel équilibre va se décider entre ces 2 notions de dépendance et d'interdépendance. Autre facteur, bien entendu, la stabilité financière de nos sociétés. Les banques centrales sont intervenues et largement et lourdement, par exemple en Europe, au profit de la stabilisation de nos économies. Est-ce que la sortie de cette période qui s'annonce pour les années à venir va les amener à camper à nouveau sur les règles qui géraient leurs activités dans les années précédentes, ou est-ce que ces règles vont être, en particulier dans la zone euro par exemple, est-ce que ces règles vont devoir être redéfinies? Et puis plus généralement, qu'est-ce que ces interrogations sur les facteurs de puissance nous disent de l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne est une puissance
La réponse est non aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en marche vers la puissance? On sait qu'il y a plusieurs écoles de pensée et en gros 2 commentaires là-dessus. Le premier commentaire, c'est oui, pas à pas, chaque crise emmène l'Union européenne sur la voie de la puissance. Et puis en face, il y a ceux qui pensent que l'Union européenne a une fois encore démontré qu'elle n'accédait à la puissance que par accès en temps de crise, mais que sur le fond, ça n'était pas sa vocation. Dans l'histoire qui se continue, la Russie, 30 ans après l'effondrement de l'URSS, réapparaît, se réaffirme à nouveau sur la scène internationale. Et nous avons voulu les interroger sur la nature de cette puissance russe à travers 3 questions. La première question, c'est: la Russie est-elle stable? Son régime politique est-il stable? Son économie est-elle stable? La stabilité est une donnée actuelle, peut-être provisoire, elle ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des problèmes. Stabilité politique, quelle sera la sortie du régime poutinien? Stabilité économique, quelle sera l'ampleur des réformes qui seront faites pour l'ouverture en particulier de l'économie russe? Deuxième question, que pèse la Russie à l'international? On sait qu'elle pèse beaucoup plus dans les crises, en particulier ces dernières années. Elle pèse d'un poids réel, mais vraisemblablement relatif, avec des moyens limités et des moyens qui ne sont multipliés que par les erreurs et dans les interstices que lui laissent les erreurs occidentales. Enfin, troisième question, la Russie, puissance de la terre par excellence, comment gère-t-elle les rapports avec son entourage terrestre, c'est-à-dire essentiellement les anciens pays membres de l'Union soviétique? C'est peut-être là que se pose le problème majeur pour l'avenir de la Russie, entre les transitions mal gérées, les conflits dits gelés mais qui en réalité sont des conflits irrésolus, le problème de l'Ukraine, le problème de la Biélorussie, le Caucase du Sud, etc., sont tous des abcès qui pourraient éventuellement, dans l'avenir, et même un avenir proche, poser question sur la présence de la Russie et dans ce qu'elle estime être sa zone d'influence. Au-delà de ces 3 enjeux, quelle sortie de crise, quelle modalité pour l'accumulation de puissance et quel avenir pour la Russie? Le Ramsès 2022 fait un tour des crises et des stratégies du monde et essaie ainsi de mêler la prospective de court, de moyen et de long terme qui est sa raison d'être.